Bonjour à tous ceux qui se connectent. On va attendre quelques minutes. Je vois que la jauge augmente. Bonjour. Donc là, pour le moment, nous sommes 43. On va attendre encore quelques instants, si vous voulez bien. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Donc, certains voient déjà comment fonctionne. Donc, effectivement, si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser dans la rubrique discussion. Isabelle sera là aussi pour répondre à vos questions par écrit. Bonjour, bonjour. On attend encore une petite minute et puis après, je vous propose de démarrer. Les autres nous rejoindront en cours de route. Bonjour à toutes et tous. Bon, j'ai l'impression que ça se stabilise. Bon. Bon, on va démarrer, hein, Pierre-Louis? Oui, on va démarrer. Donc, bienvenue à toutes et tous. Bienvenue au premier webinaire dédié au métier de la transition écologique, organisé par la Maison de la Nature et de l'Arbre de Grand Paris Seine-Ouest et Seine-Ouest Entreprises et Emploi. Informer et sensibiliser à la transition écologique est un enjeu majeur pour Grand Paris Seine-Ouest, qui a adopté d'ailleurs son plan climat le 31 mars dernier. C'est pourquoi la Maison de la Nature et de l'Arbre organise aussi tout au long de l'année des ateliers grand public et au sein des établissements scolaires et périscolaires et lors des événements locaux, et met en œuvre la politique, la démarche de prévention des déchets, avec le compostage notamment, que vous connaissez certainement, et la biodiversité. À titre d'exemple, pour les métiers, puisque c'est le titre du webinaire aujourd'hui, la Maison de la Nature et de l'Arbre est composée d'un animateur environnement, d'un chargé de mission biodiversité, d'un maître composteur. Donc, on voit tout de suite que les métiers de la transition écologique semblent divers et variés. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et découvrir lors de cette web-conférence qui traitera des grandes tendances de la transition écologique, comment s'informer et se former au métier de la transition écologique et quelles sont ses opportunités professionnelles. Il s'adresse au public en recherche d'emploi, en transition professionnelle, aux étudiants, aux jeunes de la mission locale, aux lycéens, aux professionnels de l'insertion et de l'orientation professionnelle. D'ailleurs, je vous propose de répondre à ce petit quiz de façon anonyme pour savoir quelle est votre situation actuelle. Le quiz va s'afficher à votre écran. Et effectivement, en attendant que vous répondiez, le webinaire est enregistré et sera en replay.
Comme ça, vous pourrez le revisionner en classe ou à un autre moment. Donc là, nous vous laissons... alors là, j'ai l'impression que c'est les résultats. On n'a pas le quiz Fadila. Non, là, c'est toujours le résultat. Il nous faut le petit quiz, la technique. Alors, dernier essai pour connaître vos situations actuelles. Ceci dit, vous pouvez effectivement remplir dans la barre de discussion. Bon, ça va se réafficher un petit peu. Ah, voilà. Voilà, on vous laisse quelques instants pour répondre. Donc, quelle est votre situation actuelle? Choix 1 en recherche d'emploi de plus de 26 ans. Choix 2 en recherche d'emploi de moins de 26 ans. Choix 3 étudiant. Choix 4 lycéen. Choix 5 professionnel de l'insertion et de l'orientation. Et choix 6 autres. Voilà. Maintenant, je pense que les résultats peuvent s'afficher. Très bien. Autre, bon, on a beaucoup. Vous pouvez nous dire éventuellement, si vous avez envie, ce que signifie pour vous autre dans la barre de discussion. Et donc, pour répondre à nos questions ce matin et nous expliquer les métiers de leur entreprise, nous avons le plaisir d'accueillir 5 intervenants du secteur public et privé. Donc, je remercie donc Madame Sophie Gonard, directrice de projet à l'Observatoire régional emploi et formation. Bonjour. Merci. Madame Catherine Gouette, responsable de l'offre formation chez Défi Métiers. Bonjour. Monsieur Mathieu Morange, délégué transition environnementale, démographique et sociétale Île-de-France, groupe La Poste. Bonjour. Madame Florence Jasmin, déléguée générale à l'association PEX, Éco-entreprise de France. Bonjour. Et Madame Caroline Chazal, chargée de mission animation Plan Climat à Grand Paris Seine-Ouest. Bonjour à tous. Voilà, donc la question aujourd'hui, merci encore à tous nos intervenants et à vous tous les participants. Donc la question aujourd'hui, c'est mais comment s'engage-t-on dans la transition écologique? Quelles sont ses opportunités professionnelles? Et donc je cède pour cela la parole à notre animateur du jour, Monsieur Pierre-Louis Garcia, qui est coordinateur d'études en ingénierie environnementale chez Alterea et qui sera donc tout au long de ce webinaire le fil rouge et l'animateur. Merci et bon webinaire. Merci Emmanuel pour cette introduction. Merci à tous pour votre présence, aussi bien les participants que nos intervenants. On va commencer par une petite introduction et en introduction de ce webinaire, on va revenir sur les métiers du changement, de la protection de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique, des métiers verts de manière générale. Et on a une première question pour vous qui est vraiment une question théorique qui va s'afficher chez vous. Ne vous en faites pas, il n'y a pas forcément de... Enfin, il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse, mais on ne vous jugera pas si vous vous trompez, bien sûr, sur cette question qui va s'afficher chez vous normalement. La question est la suivante. Quel est l'objectif national en matière de climat d'ici à 2050, donc à l'échelle nationale en France? Et on vous propose plusieurs réponses. Diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre, les diviser par 6 ou atteindre la neutralité carbone. Vous remarquerez que vous pouvez choisir plusieurs réponses dans le cadre de ce petit quiz. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Je pense qu'on peut afficher les résultats pour voir rapidement les réponses. Alors, il y a une majorité de personnes qui ont bien répondu atteindre la neutralité carbone. C'est effectivement un des objectifs à l'échelle nationale. Et il y avait une deuxième bonne réponse, c'était diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre. On va y revenir tout à l'heure. Ce sont deux objectifs qui se cumulent.
Diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas une bonne réponse. Par contre, un objectif à l'échelle nationale, c'est de diviser par deux les consommations d'énergie. Et la division par 4, ce qu'on appelait pendant longtemps le facteur 4, c'était l'ancien objectif en fait, qui a été rehaussé en 2019 à l'échelle nationale. Donc, il n'y avait pas forcément de mauvaise réponse, hein, c'était simplement un peu d'ambiguïté. On vous rassure, il n'y a aucun jugement, bien sûr, sur les réponses que vous faites. Donc, en introduction, on voulait juste revenir rapidement sur qu'est-ce que le changement climatique. Donc, pour rappel, les émissions de gaz à effet de serre, on en a besoin à l'échelle planétaire. Sans ces émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la Terre, on aurait une température moyenne d'environ moins 18 degrés. Donc, une Terre qui serait assez peu vivable. Le problème vient bien des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires générées par les activités humaines et qui viennent dérégler le système climatique. Donc aujourd'hui, on parle de changement climatique et de lutte contre le changement climatique. L'objectif, c'est donc bien de revenir à l'équilibre. Et aujourd'hui, quand on parle de métiers verdissants, etc., généralement, on entend des activités qui vont directement ou indirectement contribuer à ces objectifs de revenir à l'équilibre à l'échelle planétaire. Donc, quelques impacts à garder en tête sur le changement climatique. On nous parle souvent des objectifs qu'on veut tenir à l'échelle internationale, plus 1,5 degré d'augmentation de la température par rapport à la période pré-industrielle ou plus 2 degrés. Qu'est-ce que ça représente, ce 0,5 degré en plus? Voilà, ça c'est une petite infographie qui est issue du dernier rapport du GIEC qui permet de comprendre un petit peu les enjeux qui sont face à nous en termes de changement climatique. Et donc, simplement pour se dire que plus 0,5 degrés, ce n'est pas juste un petit peu plus de confort pendant l'été ou en hiver chez soi. Malheureusement, c'est aussi une baisse drastique des poissons dans les océans, c'est la disparition intégrale des coraux dans les océans, ou c'est le doublement du nombre de personnes exposées à une pénurie d'eau dans le monde. Alors, bien sûr, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, ce ne sera pas de vous déprimer avec ces chiffres-là. Donc voilà, c'est simplement pour garder ces grands enjeux en tête et puis parler aussi des premières alertes qui ont été évoquées dès les années 80 et de la structuration progressive en fait, de toutes ces démarches qui ont amené à faire évoluer les environnements de travail et les enjeux nationaux partout dans le monde. Donc, la lutte contre le changement climatique, s'il faut retenir deux dates à l'échelle internationale, c'est d'abord le sommet de la Terre de Rio, qui a défini en fait le principe de développement durable, c'était en 1992. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à définir qu'est-ce que c'était que la durabilité d'un point de vue aussi bien économique que social qu'environnemental pour l'ensemble des pays qui y participaient. En France, on pourrait citer de nombreux objectifs qui ont été fixés. On a pas mal de lois qui se sont succédées depuis les années 2000. Je ne vais pas les retracer ici, ce n'est pas l'objectif. Mais voilà, simplement donc, garder en tête ce qu'on a dit tout à l'heure, des objectifs très ambitieux puisqu'on veut diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. On veut atteindre la neutralité carbone, donc faire en sorte que nos écosystèmes naturels captent autant de carbone qu'on en émet à horizon 2050. Et puis, il y a tout un tas d'autres objectifs qui sont fixés en termes de rénovation de l'habitat, de gestion de la pollution lumineuse, de l'encadrement des déchets, etc. également, qui vont bien sûr venir nourrir le débat d'aujourd'hui et les métiers de la transition écologique. Donc la transition écologique, justement, aujourd'hui, ça semble être à la fois une nécessité, mais aussi une opportunité. Donc, c'est une opportunité pour lutter contre la précarité énergétique, notamment, pour réduire la pollution, pour améliorer la santé, pour relancer aussi une forme de croissance sur certains territoires. On parle de croissance verte aujourd'hui, on parle de métiers verts, de métiers verdissants également. Et donc, on va plus particulièrement en discuter tout de suite après. Donc, qu'est-ce que c'est que l'économie verte? On peut y revenir en 3 piliers. L'économie verte, généralement, ça rejoint donc des activités qui produisent des biens ou services ayant pour finalité la protection de l'environnement ou la gestion des ressources naturelles. C'est une première définition, ce qu'on appelle les écoactivités, et celles dont les activités sont favorables à l'environnement sans pour autant être leur finalité première. Donc, on voit déjà qu'il y a une définition qui est assez large de ce premier groupe.
Les activités vertes, c'est aussi des activités qui concourent à la sobriété énergétique, donc comment on consomme moins d'énergie en ayant un confort de vie qui reste important. Le but n'est pas de revenir sur des solutions d'inconfort, hein. C'est bien de comment on fait aujourd'hui dans nos sociétés pour être plus en phase avec nos ressources. Et donc, c'est aussi la question de la préservation des espaces naturels, la protection de ces espaces, la limite de l'artificialisation des sols aussi. Et puis, enfin, les activités de l'économie verte, c'est également des leviers de croissance pour l'emploi avec beaucoup d'activités existantes qui se transforment, mais aussi des nouvelles activités qui se créent. Voilà, c'est des métiers qui créent beaucoup d'ingénierie, qui créent beaucoup de nouveaux produits également, qui viennent se substituer à d'anciens. Bon, on a des bons exemples en tête. On pense tout de suite à la mobilité, hein, avec beaucoup d'innovations qui existent, mais il y en a plein d'autres. Et c'est des métiers en plein boom. Il faut savoir qu'au cours de la période 2004-2017, l'emploi dans les écoactivités a cru en moyenne de 2,8%, alors qu'à l'échelle nationale, si on considère l'ensemble du niveau de l'emploi, il a augmenté de 0,5% par an. Donc voilà, on est sur un rythme qui est presque 6 fois plus important, qui est assez important en conséquence. Donc, en 2017, c'était plus de 400 000 personnes qui exerçaient un métier que l'on reconnaissait comme faisant partie de ces métiers à finalité environnementale. C'est un peu moins de 2% de l'emploi intérieur en France. Et quand on ajoute l'ensemble des emplois annexes ou des métiers verdissants, ça peut être bien plus important. On va y revenir après, hein, avec d'autres chiffres, notamment à l'échelle de la région Île-de-France avec nos premiers intervenants. Donc, je ne m'appuie pas trop plus pour l'instant sur les chiffres. Tous ces chiffres, vous les retrouverez par ailleurs avec le replay à la suite du webinaire. Le support sera disponible. Quelques définitions en complément à bien garder en tête. Métier vert et métier verdissant, même si certains parmi vous on commence peut-être déjà à deviner qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc, le métier vert, ça va être le métier dont la finalité est purement de contribuer à mesurer, prévenir, maîtriser ou corriger des impacts sur l'environnement. Donc, c'est des métiers vraiment d'ingénierie environnementale, c'est des métiers de protection de la biodiversité, etc. Et puis, on va distinguer des métiers verdissants, qui là sont des métiers qui existent déjà aujourd'hui, mais qui évoluent avec la transition écologique. Et donc, des métiers dont la finalité première n'était pas la protection de l'environnement, mais qui doivent le prendre en compte pour pouvoir être soutenables à l'avenir. Donc, c'est des métiers très diversifiés, aussi bien dans la construction que les déplacements, par exemple. Et donc, aujourd'hui, on considère que les métiers verdissants, c'est plus de 3,8 millions de personnes en France, donc 14% de l'emploi. Donc voilà, quand je disais que les métiers purement verts, c'est 2% de l'emploi en France, vous voyez, quand on ajoute tous ces métiers verdissants, on est sur un volume bien plus important. Alors, quelques autres chiffres, mais on va peut-être y passer très rapidement, sur les grandes filières qui représentent ces emplois. En premier lieu, on va retrouver tout ce qui se trouve notamment dans les bâtiments avec l'éco-construction. On va retrouver également le transport et puis l'industrie, et en particulier la HSE, donc hygiène, sécurité, environnement. Mais on va aussi retrouver des métiers dans le tourisme, on va retrouver des métiers dans la protection des espaces verts, dans l'eau, dans l'assainissement, dans la qualité de l'air, dans la gestion des déchets, etc. Voilà pour cette petite introduction. Pour rappel, n'hésitez pas à utiliser la bulle discussion, hein, si vous avez des questions à nous transmettre. On les prendra au fur et à mesure des interventions. Et on va tout de suite commencer la partie plus pratique et peut-être un peu moins théorique avec des intervenants. Donc, en premier lieu, Sophie Gonard, directrice de projet à Défi Métier, et Catherine Gouette, responsable de l'offre de formation. Je vous laisse peut-être rapidement vous présenter et puis on va poser une première question aux participants sur ce sujet également. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Sophie Gonard. Donc moi je fais des études à Défi Métier. Donc Défi Métier, c'est le Cariforef francilien. On a un groupement d'intérêt public administré par la région Île-de-France et par l'État. Et on accompagne les acteurs publics sur les politiques d'emploi, formation et d'orientation professionnelle.
Et donc, moi, je suis plutôt sur le volet études et je fais notamment des études sur les métiers de la transition écologique et énergétique. Je vais Merci laisser peut-être Sophie. Catherine se présenter. Oui, Ouais. merci Sophie. Donc, Catherine Gouette, je suis directrice opérationnelle à Défi Métiers et responsable de l'équipe assurant le référencement de l'offre de formation professionnelle, donc sur une autre activité importante pour Défi Métiers. Voilà, donc je vous parlerai des éléments que nous pouvons avoir concernant l'offre de formation liée à la transition écologique. Merci à toutes les deux et je vous propose de tout de suite afficher la première question sur ce sujet de la formation en particulier, donc qui va s'afficher normalement chez vous. Et la question est la suivante. D'après vous, parmi les 6 principaux domaines de formation environnementale, lesquels comptent le plus d'effectifs en Île-de-France, puisqu'on va essayer en particulier de s'intéresser au contexte local. Donc vous avez 6 grandes thématiques: la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables, la prévention et la réduction des pollutions, nuisances et risques, l'aménagement du territoire et le cadre de vie, la protection de la nature, la gestion et les études des milieux et des équilibres écologiques, la gestion sociétale de l'environnement et enfin l'hygiène, sécurité, santé, environnement. On vous laisse quelques instants pour répondre. Bien sûr, à nouveau, il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse, mais vous n'êtes pas jugé sur votre réponse individuelle. De toute façon, nous ne savons pas qui répond à chacune des propositions. Donc, n'hésitez pas à répondre sans crainte. C'est votre ressenti personnel qui compte. Je pense qu'on peut afficher le résultat. C'est assez éclaté entre les différentes propositions. Et la bonne réponse, c'était la réponse 1, maîtrise de l'énergie et énergie renouvelable. En fait, elles sont classées dans l'ordre. Vous allez voir ça tout de suite après. On va en parler avec nos 2 intervenantes. Donc peut-être pour commencer, justement, on peut parler des chiffres de l'emploi vert et verdissant à l'échelle de la région. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les spécificités de la région Île-de-France sur ce sujet-là en première approche? Alors, je ne sais pas si déjà quand même des éléments de cadrage sur ces métiers-là en Île-de-France, parce qu'effectivement, vous avez introduit la distinction entre les métiers verts et verdissants. Et c'est vrai que ce qu'on observe, c'est que finalement, les métiers verts, ils regroupent un petit volume d'emplois, puisqu'en Île-de-France, on a environ 25 000 emplois dans les métiers verts, ce qui représente seulement 0,5% de l'emploi régional. Et je crois que les proportions sont assez similaires au niveau national. Donc, il n'y a pas vraiment de différence sur ce point-là. Mais alors, on est sur des petits volumes d'emploi, mais on est quand même sur des activités, par contre, qui sont, elles, assez stratégiques, puisqu'on est sur la collecte et le traitement des déchets. On est sur l'assainissement de l'eau et la distribution d'eau potable et la production et la distribution d'énergie. Alors, on est sur des petits volumes d'emploi, mais néanmoins, ça ne veut pas dire que les employeurs n'ont pas des besoins sur ces emplois-là. Hein. Il y a quand même aussi des emplois. Et vous le verrez tout à l'heure aussi avec Catherine, le fait qu'on soit sur des petits volumes, on le retrouve aussi au niveau des formations sur ces métiers-là en particulier. Et donc, quand on regarde la répartition, donc c'est le premier schéma que je vous ai montré, on voit qu'on a principalement des emplois dans l'assainissement et le traitement des déchets pour les métiers verts et la production et distribution d'énergie et d'eau. Ce qui concerne la protection de la nature et de l'environnement, comme par exemple les gardes forestiers ou dans la protection des espaces naturels, ça représente un peu moins d'emplois, 19%, mais là, peut-être que c'est aussi quand même à mettre en relation avec la région Île-de-France, où, bon, si on a quand même des espaces naturels, on est quand même une région très, très urbaine. Tout à fait. Et alors après, donc concernant plus cette fois-ci les métiers verdissants, là, ce qu'on voit, c'est qu'on est effectivement sur des effectifs beaucoup plus importants, puisqu'en Île-de-France, on comptabilise à peu près 885 000 emplois verdissants, ce qui représente 16% de l'emploi régional.
avec quelques précautions tout de même, puisque parmi ces emplois-là, ils ne sont pas tous verdissants. On en aura certains dont l'activité sera en lien avec le développement durable ou pour favoriser la transition énergétique, mais ce ne sera pas le cas de tous. Et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, donc les principaux domaines de métier sont tout d'abord dans le bâtiment. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est pour, pour favoriser la rénovation des bâtiments ou pour installer par exemple des panneaux photovoltaïques. Donc voilà, on a 25% des emplois qui sont dans le bâtiment et les deux gros autres secteurs, c'est l'industrie et le transport. Et Donc voilà. Oui, Oui, sur l'ensemble de ces métiers, il y a quelque chose que vous m'aviez évoqué également sur le niveau de diplôme qui est oui, très contrasté. oui, c'est tout à fait. Donc, c'est ce que j'ai voulu un peu illustrer sur la partie droite de la slide. C'est vrai que les métiers verts et verdissants, ils sont accessibles un peu à tout type de public et on voit qu'on est sur des professions assez variées. Et donc, moi, j'ai voulu l'illustrer au travers du domaine des déchets, qui est une problématique assez transversale puisqu'on la retrouve dans le secteur des déchets en tant que tel, mais on voit qu'on a des métiers aussi en lien avec les déchets dans d'autres secteurs d'activité. Donc, sur le secteur des déchets, on a bien évidemment, quand on pense aux déchets, on pense notamment à ceux qui collectent les déchets, les éboueurs et puis aussi les conducteurs de bennes. Donc là, on est sur des métiers qui bénéficient pas toujours d'une image très favorable, mais qui sont accessibles à des personnes qui n'ont pas de diplôme. Alors, bon, pour les conducteurs de bennes, il faut avoir un permis pour conduire les bennes à ordures. Mais on a aussi toute une autre palette d'autres métiers dans ce secteur, parce que dans les déchetteries, on a des agents de tri, on a le responsable de la déchetterie. Et puis, on a aussi des métiers qui sont en contact des populations. Tout à l'heure, la personne qui présentait la Maison de la Nature, elle parlait d'animateurs. C'est vrai qu'on a des animateurs et des ambassadeurs du tri pour sensibiliser et accompagner dans le tri des déchets. Et puis, on a aussi des métiers dans la valorisation des déchets. On parlait tout à l'heure de compostage avec le métier de maître composteur, mais aussi dans la transformation des déchets, par exemple en méthane, où là, on a des ingénieurs, on a besoin d'ingénieurs pour travailler sur cette valorisation des déchets. Et donc, dans les autres secteurs, alors c'est pareil, dans le bâtiment, il y a une grosse problématique de gestion des déchets. Donc, on aura des personnes, on a besoin de personnes pour faire du tri dans les déchets. Et dans l'industrie, on sera sur des métiers un peu différents. Notamment, on sera un peu en amont de la production avec notamment des personnes dans l'éco-conception donc qui vont réfléchir pour savoir comment réduire le volume des déchets ou utiliser des matériaux biodégradables. Et puis après, on a tout un ensemble d'activités aussi dans les bureaux d'études qui réfléchissent aussi à la gestion des déchets. Et on a aussi un autre type de structure un peu différent avec tout ce qui a trait aux réparations, à la recyclerie, donc avec Et emploi, les... Voilà, et avec les Mhm. ressourceries, oui, on est dans une logique plus d'économie circulaire, de réutilisation des produits. Et donc là, on a plutôt besoin de... Ce qui est recherché, c'est plutôt des personnes qui sont assez habiles pour réparer, savoir comment réutiliser ces matériaux. Voilà, donc on est vraiment sur un panel de métiers très diversifié. Mhm. Ça marche, merci. Et alors, juste pour précision pour les participants, donc vous m'avez donné quelques chiffres. Aujourd'hui, sur la plupart de ces métiers, on a une forte polarisation entre des personnes qui sont au niveau bac et des personnes qui sont au niveau bac plus 5, donc ce qui montre bien quand même qu'on a effectivement une forte disparité des profils. Et on a souvent la représentation, comme vous le disiez, de métiers un peu d'excellence ou voilà, parce qu'on a une représentation de la transition énergétique comme étant des milieux accessibles uniquement après des formations longues. Mais finalement, il y a quand même une forte proportion, même très importante, on peut le dire, de formations sans avoir une formation initiale très longue.
Oui, Voilà. et puis, alors, donc c'est peut-être Catherine qui vous en parlera, ça permettra de faire la transition avec la partie formation. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que sur certains métiers, comme en plus on est sur des savoir-faire un petit peu spécifiques, on a des structures qui ne s'intéressent pas forcément trop au diplôme, au niveau de diplôme. Elles cherchent des personnes avec de l'expérience et une envie, parce qu'on a certaines entreprises qui sont assez engagées. Et puis après, elles vont former aussi elles-mêmes leurs employés, ou elles peuvent avoir leur propre centre de formation aussi. Parce que c'est vrai que voilà, on est sur des activités qui se développent, des activités parfois nouvelles, où il n'y a pas forcément toujours non plus la formation qui permettra de réaliser l'activité. Mais je vais laisser la parole à ma collègue Catherine. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, vous voyez une palette d'offres de formation en formation initiale qui est diversifiée selon les niveaux. Et puis aussi, ce sur quoi je voulais insister un tout petit peu, 4 grands domaines de formation qui ressortent avec un pourcentage relativement important d'offres. Et ces domaines sont la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables, la lutte contre les pollutions, les risques et les nuisances, l'aménagement du territoire et du cadre de vie, ainsi que la protection de la nature et la gestion des milieux. Et donc, cette information met déjà l'accent sur le fait que le regard qu'on peut avoir de façon un petit peu caricaturale, de mettre derrière environnement les termes nature, biodiversité, éco-milieu, est vraiment à élargir, puisque finalement, en termes d'offres de formation, il n'arrive qu'en 4e position, ce domaine. Voilà. Alors, autre point aussi assez spécifique de l'environnement, c'est des domaines de formation où les femmes sont très peu représentées, ou en tous les cas sous-représentées par rapport à la population. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, bien évidemment, dans l'occupation des emplois évoqués par Sophie tout à l'heure. Le graphique sur la moitié basse de la diapositive vous montre la répartition des niveaux de diplômes préparés, de l'offre de formation par niveau en fonction des domaines de formation. Et donc, on voit bien qu'il y a 2 niveaux forts que sont le niveau Bac+5, et effectivement, assez souvent, on a cette image que les sujets liés à l'environnement ou à la transition écologique impliquent un niveau d'études très élevé et de niveau ingénieur. Mais on voit aussi la part très importante, à peu près à part égale, des niveaux de formation bac. Et notamment qui, ces dernières années, avec la réforme du bac, a supplanté le niveau infra-bac. Et ce qui est important aussi à voir, c'est que selon les domaines sur lesquels on souhaite se former, les attentes et l'offre va viser des niveaux de certification différents. Par exemple, sur la gestion sociétale de l'environnement, eh bien, l'on voit que ce domaine de formation va viser et va contenir une offre uniquement sur des niveaux très supérieurs, Bac+5 et plus. Alors, c'est vrai que c'est un tout petit peu exagéré dans la mesure où, par construction de ces données, effectivement, c'est une information qu'on recueille qu'au niveau Bac+5, mais en fait, c'est derrière la gestion sociétale de l'environnement, on a pour l'essentiel des masters et des doctorats sur l'environnement et sur le développement durable. À l'inverse, on va avoir dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables, la dernière ligne, une très forte dominante sur les niveaux bac.
avec des bacs du type de bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ou bac pro technicien du froid et du conditionnement de l'air. On a aussi des bacs pro qui visent plutôt les énergies et les énergies renouvelables. Voilà. Effectivement, on a des profils très diversifiés. Et, ce qui est intéressant, c'est de voir que même au sein de certaines filières, je pense notamment à la partie hygiène, sécurité, santé, environnement, c'est presque, je dis bien presque, à proportion égale entre les différents niveaux de diplôme. Donc, ça montre bien aussi qu'à l'intérieur de chaque formation, il y a aussi une pluralité de formations et d'emplois derrière en conséquence. Tout à fait. Et effectivement, c'est une spécificité de ce domaine de formation qui a une offre vraiment répartie en effectifs sur l'ensemble des niveaux de formation, que ce soit du CAP agent de propreté et d'hygiène. On peut avoir un bac pro, par exemple, hygiène, propreté, stérilisation. Un BTS ou un DUT hygiène, sécurité, environnement, des licences pro du type qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement, et puis après toute une palette de masters de type qualité, hygiène, sécurité, par exemple. Alors, on va peut-être passer à la slide de formation continue parce que je vois qu'on a reçu des premières questions et le temps commence à filer. Peut-être un petit mot, surtout qu'on a vu qu'il y avait pas mal de demandes de personnes qui nous signifiaient qu'ils étaient en recherche d'emploi, mais qui avaient déjà plus de 26 ans, donc qui ont peut-être déjà commencé à travailler, qui se posent peut-être la question de vers quelle formation continue, donc quelle reprise d'études ils pourraient avoir localement, quelles offres existent. Tout à fait. Alors, il faut que je donne une alerte sur la source d'information. Nous nous appuyons sur le référencement de l'offre de formation que nous réalisons dans notre base appelée Dochelio Île-de-France et sur laquelle nous savons que nous avons l'exhaustivité de l'offre de formation sur l'offre payée par les pouvoirs publics. En revanche, pour ce qui concerne, et donc qui est plutôt destiné à des demandeurs d'emploi, pardon. En revanche, pour ce qui concerne l'offre de formation qui n'est pas conventionnée, donc qui n'est pas financée et qui, elle, va s'adresser notamment aux salariés, mais pas exclusivement, nous avons un référencement en fonction du bon vouloir, je dirais, des organismes de formation qui souhaitent ou pas mettre en visibilité leur offre dans notre base. Donc, nous ne prétendons pas à l'exhaustivité. Autre point aussi, concernant l'identification de cette offre dite environnementale ou en lien avec la transition écologique, nous avons procédé à partir d'un repérage de format code, donc de thématique de la formation, et puis à partir d'une recherche de quelques mots-clés dans les intitulés des formations. Donc, tout ceci pour dire que sur l'Île-de-France, en octobre de cette année, on était à 35 000 actions de formation qui étaient proposées en lien avec la transition écologique, ce qui représente une part relativement faible, 2% de l'offre de formation professionnelle continue proposée en Île-de-France. Le poids est très variable selon les bassins. Le bassin qui nous intéresse est un bassin qui a une offre relativement abondante, mais qui est porté par un unique organisme de formation et qui est donc très, très ciblé dans le domaine de la chimie, avec de très nombreuses actions de formation qui sont liées à l'analyse chimique, à la qualité dans ce domaine, et notamment sur la production de produits pharmaceutiques, voire des formations liées à la microbiologie, et donc qui ne sont pas nécessairement orientées vers la transition écologique à proprement parler.
En revanche, si on prend de façon plus large l'offre de formation référencée sur le bassin qui nous intéresse, plus les 4 bassins limitrophes, là, on a une offre qui est un peu plus diversifiée et qui est représentée sur le graphique présenté sur cette diapositive, avec une part très, très importante sur l'offre de formation liée à la lutte contre les pollutions et leur prévention, ainsi que la prévention des risques et des différents sinistres. Ça marche. Merci pour toutes ces infos. On a des premières questions qui arrivent et il va falloir après qu'on passe à l'intervention suivante. Peut-être juste une qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous préciser le nom de la base et éventuellement les principaux sites sur lesquels on peut trouver ces informations sur l'offre de formation initiale et de formation continue? Alors, l'information sur l'offre de formation initiale est accessible sur le site de l'Observatoire national des emplois et des métiers de l'économie verte. Sur le site de Défi Métiers, il doit y avoir une présentation de ces formations initiales, mais qui datent un petit peu, qui n'ont pas été actualisées de façon très, très récente. En revanche, concernant les formations continues, effectivement, cette offre de formation est disponible sur le site de Défi Métiers. Ça marche. Et en complément, alors on nous demande si on pourra transmettre les liens. On va essayer de vous les transmettre dans le chat d'ici la fin du webinaire et sinon à l'issue du webinaire. Pour les informations, on avait aussi cité entre nous, on avait listé, il y a le site de la région qui transmet pas mal d'infos et vous pouvez notamment consulter des portraits de métiers qui existent. Voilà, alors évidemment, vous ne trouverez pas tous les métiers, mais vous aurez déjà une première approche. On va s'arrêter là pour l'instant si vous le voulez bien. On reprendra peut-être des questions à la fin de la présentation pour vous deux, Sophie et Catherine. Merci pour votre intervention. Et on va passer au côté entreprise plutôt avec Florence Jasmin, donc déléguée générale du réseau PEX. Je vous laisse peut-être vous présenter dans un premier temps et nous présenter la structure, le réseau PEX. Oui. Bonjour à tous. Je vais peut-être dire 2 mots sur qui je suis, puisqu'on parle d'emploi. Donc moi, je suis ingénieure de formation et j'ai fait un master environnement en 93. Donc c'est dans l'air du temps maintenant. C'était complètement étonnant à l'époque. Il y avait que 2 masters en France en 1993. Voilà. Et j'ai toujours travaillé dans l'environnement et j'ai rejoint l'association PEX il y a 8 ans maintenant. Donc, je dirige cette association. Alors, c'est qui le PEX? En fait, le PEX, c'est un réseau de réseaux. Nos membres sont des fédérations, syndicats, pôles de compétitivité. Alors là, vous n'avez pas la carte avec qui on est, mais vous avez les logos derrière moi. Globalement, on va retrouver des réseaux qui fédèrent des entreprises dans le secteur de la qualité de l'air avec une association qui s'appelle la FIMEA, la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. L'UPGE, qui est l'Union professionnelle du génie écologique, l'UPDS, de la dépollution des sols, Biogaz Vallée, France Hydrogène, et puis des clusters territoriaux comme en Nouvelle-Aquitaine, Solkena et à Éco-Entreprise dans le Sud, ou maintenant le Club Île-de-France Éco-Entreprise que le PEX anime depuis 1 an. Et il y a également des pôles de compétitivité thématiques. Donc, on va avoir les pôles de l'eau, qui s'appelle France Water Team. Derrière, il y a 3 pôles de l'eau, les pôles de l'énergie, dans le littoral avec le pôle mer Méditerranée, des pôles plutôt spécialisés dans le déchet et le recyclage. Et donc, c'est ça la force du PEX. C'est vraiment notre réseau, c'est que nos membres sont en relation quotidienne avec des entreprises qui travaillent dans le secteur de l'environnement, de l'énergie, de l'économie circulaire. Et ça représente près de 6 000 entreprises. Alors, on ne part pas de rien, c'est un travail de structuration de filière qui existe depuis 2002. Et ce travail, c'est assez significatif en France parce qu'avec ces clusters, ces pôles, les travaux qui avaient été faits dans le cadre des comités stratégiques de filière, maintenant, on a une très bonne visibilité sur quel est le savoir-faire français et quel est le tissu économique des éco-entreprises. Et à titre d'exemple, j'ai appris il n'y a pas longtemps, dans Solar Impulse Foundation, il y a un label, et bien, il y a près du tiers des entreprises qui sont françaises. Donc, ça veut bien dire qu'on a réussi à structurer, à fédérer, à faire connaître ce savoir-faire au niveau national.
Bon, ça, c'était la petite aparté sur ce qui on est, d'où on vient et ce qu'on fait. Donc, au quotidien, on anime cet écosystème avec une double mission, c'est de développer les éco-entreprises françaises, donc créer des emplois verts, et puis d'accélérer la transition écologique et énergétique de tous les secteurs en transition. Alors, les grands partenaires du PEX, c'est l'ADEME, c'est le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Économie, également un petit peu le ministère des Sports, et parce qu'on a signé une convention aussi avec Paris 2024, toujours dans cet objectif de faire connaître ce savoir-faire et ces solutions françaises. Alors, sur le sujet RH, le PEX, au départ, travaillait surtout sur les sujets développement commercial, innovation, financement, l'international. Et le sujet RH, c'est fondamental pour le développement d'une entreprise, notamment sur le sujet de recrutement. Et on a commencé à s'y intéresser il y a 4 ans en Île-de-France, avec, à l'époque, ça s'appelait la Directe Île-de-France, maintenant c'est la DRIET, pour mieux connaître les besoins en emploi en compétences des entreprises, des éco-activités. Ça marche. Justement, on va peut-être poser une petite question pour les participants. Donc, il y a une question qui va s'afficher chez vous pour voir quelle est selon vous l'entreprise type, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une éco-activité aujourd'hui? Donc voilà, on va vous poser une question sur la taille moyenne de ces entreprises. Voilà, parce qu'on a souvent une représentation particulière et on va voir avec vous par la suite que finalement, c'est peut-être pas celle que l'on s'imagine. Donc, quelle est selon vous la taille moyenne des entreprises classifiées comme des éco-activités en France? Vous avez le choix entre moins de 10 employés, 10 à 50, 50 à 250, 250 à 1000 ou plus de 1000 employés. Voilà, et en même temps, on peut rappeler, donc, on considère, vous pouvez peut-être nous préciser, PME, TPE, PME et grandes entreprises, c'est quoi les bornes en France? Alors, PME, c'est 250 collaborateurs. ETI, c'est entre 250 et 5000, je crois, collaborateurs. Et TPE, je vais peut-être dire une bêtise. Est-ce que c'est pas 50 ou moins? Je ne sais plus. Désolée, c'est une colle là. Je n'ai pas révisé. Pas de souci. Ça marche. Alors, on va peut-être voir justement les premiers résultats des participants. Alors là, j'imagine que vous y allez quand même plutôt à vue d'œil. C'est assez diversifié. Personne ne s'est trop trempé à dire plus de 1000 employés, mais voilà, c'est assez diversifié. Alors il y a quelques grands groupes en France. C'est historique, c'est Suez, Veolia et d'autres acteurs. Mais en fait, le tissu économique des éco-activités, c'est des très petites entreprises. En moyenne, c'est 16 collaborateurs, 16 ou 17 collaborateurs, c'est pas de France ou de France. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est... Qu'est-ce que je veux dire? Il y a... je retrouve dans mes graphes, mais les ETI, il y en a très peu. Il y en a un peu plus dans le secteur de l'énergie. Alors là, on s'intéresse à une étude qu'on a faite, puis je reviendrai après sur ce qu'on a fait spécifiquement en Île-de-France. Donc, on avait travaillé pour l'époque la DRI Île-de-France. On a fait aussi un gros projet avec l'ADEME il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans, l'ADEME et un magazine dont on pourra reparler, puisque la question c'est où est-ce que je trouve des offres d'emploi. Eh bien, nous, on travaille régulièrement avec un média qui s'appelle Emploi Environnement, qui travaille aussi avec, c'est le même groupe que Actu Environnement. Donc, ce sont des médias spécialisés dans l'environnement. Il y a aussi Environnement Magazine, pour revenir dessus. Emploi Environnement existe depuis très longtemps et a une base de données assez gigantesque sur les emplois en France. Donc, on a analysé 72 000 données et à partir de ces données, alors, il peut y avoir des biais parce que globalement, les entreprises qui posent des demandes d'emploi, c'est gratuit pour les 2 premières publications. Après, c'est payant. Par contre, les offres ne sont pas chères du tout. Donc, il y a aussi bien des collectivités, des grands groupes qui ont des contrats à l'année avec eux pour faire publier les offres. Et puis, les PME. Bon, globalement, ce qui en était ressorti, c'est que les métiers qui étaient visibles dans emploi environnement, c'était technicien, puis ingénieur, puis manager, et ainsi de suite. Et la région qui embauchait le plus, c'était l'Île-de-France, puis suivi d'Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, région sud. Et ça, c'est ce qu'on trouve, nous, au niveau du PEC, c'est représentatif de la répartition de nos membres. Il y a des régions qui sont plus ou moins dynamiques, notamment les moins dynamiques, ce sont celles qui n'ont même pas de réseau, qui ne sont pas fédérées. Et ça, on le voit bien aussi au niveau des offres d'emploi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, il y a des métiers qui ressortent plus, qui sont un peu plus à la mode actuellement, notamment sur les problématiques de biodiversité. Il y a 10 ans, on n'en parlait quasiment pas. Maintenant, c'est très demandé. Et puis, c'est souvent des profils, c'est souvent des bac plus 5. Et puis, les offres d'emploi par secteur, alors ce qui ressort au niveau national, c'était l'eau en priorité, puis suivi de l'énergie, des risques des déchets, aménagement,
Mais ça, c'est globalement ce qu'on retrouve aussi dans les autres sujets. Hein. C'est souvent dans le top 4, c'est eau, déchets, efficacité énergétique, énergie renouvelable. Et puis après, c'est biodiversité, qualité de l'air, pollution de sol et ainsi de suite. Alors vous avez cité un nombre important d'offres d'emploi qui étaient disponibles via le site de Emploi Environnement, 72 000 si j'ai bien entendu. Alors 72 000 sur 5 ans. Hein. Sur 5 ans quand même. Bon, okay. On en avait écarté un certain nombre, on n'avait pris que celles des critères, mais il y en a beaucoup. Je crois que c'est 2 ou 3 villes par mois. D'accord. Donc effectivement, c'est ça important. Et quand on avait discuté ensemble, notamment, vous nous disiez que, si je me souviens bien, c'est plus de 90% des entreprises aujourd'hui, des écoactivités qui cherchent à recruter. Oui. Alors, on a fait une étude l'année dernière avec, donc on a parlé d'ONEMEV, hein, l'Observatoire national des métiers de l'environnement atmosphérique. On parle aussi on travaille avec l'ADEME, le ministère du Travail. On a fait, alors c'est pas cette étude, mais ça revient un peu au même. On a fait donc une étude nationale dans le cadre d'un EDEC. Alors, un EDEC, ça les gens de l'emploi, ils doivent bien connaître. Je ne sais plus précisément ce que ça veut dire, mais c'est... Bon, globalement, c'était une mission, c'est un engagement de développement de l'emploi et des compétences dans le secteur des écoactivités et on s'est intéressé au niveau national. Et on a fait un questionnaire, donc c'était une approche, on est venu du terrain pour consolider les chiffres. On a eu près de 250 réponses et on a interrogé ces dirigeants d'éco-entreprises pour savoir si elles voulaient recruter. 90% ont déclaré vouloir recruter dans l'année à venir et en moyenne, c'était 5 postes. Alors, celles qui recrutaient le plus de personnes, c'était surtout les secteurs de l'énergie, mais c'est un secteur très dynamique et on le voit bien actuellement, surtout avec les sujets de transition écologique, plan de relance, ainsi de suite. Les entreprises des écoactivités sont complètement débordées actuellement. Donc, c'est plutôt un marché très porteur, des entreprises dynamiques qui vont à l'international, qui s'intéressent à la recherche, à l'innovation, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, qui sont donc liés aussi avec nos réseaux d'éco-entreprises. Le taux d'optimisme, c'était 4,1 sur 5, même pendant la crise, hein, on avait fait des études plus précises, et puis leur priorité, donc c'est celle qu'on avait là, c'était l'étude qu'on a faite il y a un peu plus de temps sur l'Île-de-France, 44%, leur priorité numéro 1, c'était le recrutement, suivi du développement commercial et du financement. En pleine crise Covid, donc on avait fait une étude en mai 2020, c'était le financement qui ressortait en premier, puis les RH, puis le développement commercial. Mais je pense qu'actuellement, on est revenu à ces chiffres-là. Et les besoins en recrutement, on l'a évoqué, hein, mais ce qui ressort en numéro 1, c'est ingénieur, suivi technico-commercial, et il y a aussi les techniciens et tout ce qui est le monde du numérique. Donc, besoin de développeurs, informaticiens, ainsi de suite. Et justement, alors si on fait le lien entre ce besoin de recrutement et la taille de ces entreprises, qui sont majoritairement quand même des petites entreprises, comment elles font aujourd'hui pour aller poster leurs offres? Et puis, est-ce qu'il y a en face une réponse qui est assez importante? Parce que voilà, moi, je me mets dans la situation de certaines entreprises qui n'ont pas forcément un site ou une visibilité qui est très importante. Donc, comment on fait aujourd'hui pour recruter quand on est dans ces entreprises-là? Et évidemment, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées, comment on fait pour postuler auprès de ces entreprises qu'on n'identifie pas a priori? Alors ça, c'est le sujet un peu compliqué. Mais alors, comment est-ce qu'elles font? Donc nous, on s'est adressé aux dirigeants, puisque comme ce sont des petites boîtes, c'est les dirigeants qui s'occupent des ressources humaines. En fait, ils recrutent souvent par eux-mêmes. Donc, c'est 95% recrutent par eux-mêmes, loin devant Pôle emploi ou des cabinets de recrutement. Et l'outil le plus utilisé, c'est LinkedIn. LinkedIn est utilisé 2 fois plus qu'Indeed. Donc, c'est à peu près 64%. Et ils utilisent aussi leur réseau, leurs écoles, enfin le réseau des anciens, ainsi de suite. Donc, la recommandation que je peux donner, c'est essayer, enfin, c'est pas tout le temps simple, c'est d'avoir un réseau ou de développer son réseau, se faire connaître, pas avoir peur de rencontrer du monde et être visible sur LinkedIn et contacter les gens depuis LinkedIn. Parce que c'est vraiment comme ça, enfin, nous, par rapport aux entreprises qu'on présente, que les recrutements se font. Et est-ce que ce sont des entreprises aussi qui sont ouvertes aux candidatures spontanées, par exemple, ou est-ce j'imagine. Après, moi, ce que je vois, c'est que le dirigeant, il est débordé. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure il arrive à lire toutes les candidatures spontanées, mais c'est toujours bienvenu. Il ne faut pas hésiter, enfin, on est débordé par des mails, il ne faut pas hésiter à contacter aussi les gens en direct, hein, par téléphone, parce qu'il y en a un peu marre des mails. Même une bonne vieille lettre, pourquoi pas.
C'est que voilà, on reçoit tellement de mails toute la journée que c'est parfois un petit coup de téléphone. Il ne faut pas avoir peur. On n'a rien à perdre. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ces entreprises? C'est aussi, il y a des salons qui sont gratuits, allez les rencontrer. Renseignez-vous sur le secteur de l'environnement et de l'énergie. On parle aussi d'emploi, on a évoqué les emplois verts verdissants. Alors ça, c'est important. Nous, les entreprises qu'on représente, ce sont les emplois verts qui sont souvent assez techniques, c'est-à-dire qu'on va retrouver en effet des bureaux d'études qui vont travailler dans la qualité de l'air, on va retrouver des gens qui s'occupent de la pollution de sol, on va retrouver des sujets sur l'écomobilité, ainsi de suite. Ça, c'est les emplois verts. Après, il y a tous les emplois verdissants périphériques où on va plutôt parler de tout ce qui porte, par exemple, sur l'éco-conception. Enfin, d'accord, il y en a aussi dans les métiers verts. Hein. Mais c'est tous les métiers qui doivent suivre ces enjeux de transition écologique. Et je pense qu'il y a parfois, dans ces métiers-là, ils sont parfois un peu moins techniques. Ce que je vois, nous, dans les métiers qu'on représente, on voit apparaître de nouvelles spécialisations qui sont souvent très orientées sur le numérique. Hein. On parle aussi sur le bâtiment avec le BIM, c'est tout ce qui est la numérisation du bâtiment. Il y a des sujets sur l'intelligence artificielle. Enfin, c'est ça les sujets à la mode. Et puis, c'est la transition avec l'éco-conception, l'éco-construction, les éco-procédés, les écomatériaux, c'est tous ces sujets qui ressortent. On dit on ne veut plus de plastique, ok, on ne veut plus de plastique, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pas simple. Et c'est pas simple, et derrière, ça nécessite beaucoup de recherche. Ce sont souvent donc, des métiers techniques. Des métiers techniques, mais on a besoin comme dans toutes les entreprises, il y a besoin de tout ce qui est back-office pour vivre au quotidien. Il y a besoin d'assistantes, il y a besoin de gens compétents dans les ressources humaines, dans les budgets, dans plein d'autres sujets. C'est une entreprise comme une autre, une éco-entreprise. Effectivement, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il y a aussi plein de fonctions support. Ouais. Si on n'a pas forcément les compétences techniques, on peut aussi rejoindre une entreprise dont la vocation nous correspond, mais pour laquelle on peut aussi être une fonction support. Ça marche. Le temps file. On a une petite question très spécifique. On peut peut-être répondre rapidement sur l'acceptation ou non de personnes anglophones dans les entreprises. J'imagine qu'en Île-de-France, il y en a. Je ne vois pas pourquoi. Non, je trouve ça plutôt très bien. C'est les entreprises qui, à près de 40%, vont à l'international. Donc, à mon avis, c'est très bien vu. Surtout en Île-de-France, je pense qu'il y a peut-être plus de facilité en Île-de-France pour recruter. Dès que c'est dynamique, ça me paraît très bien. Non, je pense que ce n'est pas du tout un frein, c'est plutôt bien. Ça marche. Et on nous transmet une information aussi sur le salon ProDurable pour rencontrer des recruteurs. Voilà, oui, aussi. ProDurable, c'est beaucoup orienté. Alors, recruteur, à mon avis, c'est plutôt dans une logique RSE. C'est presque plus des emplois verdissants, ProDurable. Ça marche. Si on parle des emplois verts, c'est plus le salon Pollutech. Ça marche. Merci pour toutes ces infos. N'hésitez pas, je le redis aussi à nos intervenantes précédentes, à retransmettre des infos dans le chat sur les différents salons qu'on vient de citer, les sites d'emploi, etc. Le dernier salon, c'est Pollutech, qui est le grand salon de l'environnement, qui vient de passer au mois d'octobre, qui est tous les 2 ans, à Lyon. Ça marche. Merci beaucoup pour toutes ces infos et on va passer à l'intervention suivante. Merci Madame Jasmin. On reprendra peut-être des questions en fin de présentation pour vous. Et on va passer à l'intervention de Monsieur Morange. On se succède, hein, on ne lâche rien. Vous verrez que le rythme est un peu soutenu. Donc, Monsieur Morange, délégué transition environnementale, démographique et sociétale pour le groupe La Poste. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et puis ensuite, on va poser une petite question aux participants. Alors, avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas, Pierre-Louis, à me surveiller sur la synthèse. Hein, parce que je ne voudrais pas trop déborder. Donc, Mathieu Morange, moi, je travaille pour le groupe La Poste en Île-de-France, donc vraiment sur ce territoire francilien. Et moi, ma mission, c'est d'accompagner le déploiement des transitions environnementales, mais qui est mis en place par nos branches et filiales, puisque j'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur notre modèle d'organisation, mais nous avons un modèle où nos activités sont très autonomes sur le terrain. Et donc, j'assure la cohérence de l'ensemble et la stimulation de ce type de politique. Bon, j'ai d'autres sujets qui sont dans mon portefeuille, notamment le vieillissement de la population et plus globalement les questions d'engagement sociétal et d'économie sociale et solidaire, hein, qui sont souvent des sujets très, très convergents. Voilà pour l'intro. Un petit mot d'intro.
Merci. Alors, une des actions emblématiques qui est bien connue du groupe La Poste, c'est l'électrification de sa flotte. On a une question pour les participants, justement, qui va s'afficher à votre écran sur cette thématique-là. Donc, ça ne devrait pas tarder à arriver. Voilà. Donc, on vous propose d'essayer de deviner combien de véhicules électriques possède le groupe La Poste en France, hors vélo à assistance électrique. Attention. Donc, vous avez le choix entre 1000, 5200, 12 000, 24 000 ou 65 000 véhicules possédés par le groupe La Poste. Et à nouveau, il n'y aura pas de récompense pour ceux qui trouveront la bonne réponse. Simplement avoir un ordre de grandeur. Alors, je pense qu'on peut afficher les résultats. C'est assez rapide pour répondre à cette question. Merci pour la rapidité, Fadila. Donc, on a une majorité de personnes qui pensent 12 000 véhicules et une partie, 20%, qui a quand même trouvé la bonne réponse, hein, puisque la bonne réponse, c'était le choix 4, 24 000 véhicules. Et donc, je vais peut-être justement enchaîner sur la première question qui est où en est le groupe La Poste finalement dans sa démarche environnementale aujourd'hui? On connaît bien ce sujet-là, hein, des véhicules, mais il y en a plein d'autres. Oui, alors, si vous permettez, juste avant, peut-être faire un point sur qui est le groupe La Poste. Alors, je vais faire très bref, mais c'est vrai qu'il y a parfois des idées en tête qui sont sympathiques, Tati, jour de fête, etc. Mais enfin, il faut aussi réexpliquer en quelques mots quel est notre modèle. Et puis, je reviendrai aussi tout à l'heure sur comment il a évolué justement sur les thématiques transition environnementale. Mais grosso modo, le plus simple est peut-être de vous expliquer les répartitions de chiffre d'affaires de la maison et qui là vont peut-être surprendre, hein, je ne sais pas, mais en tout cas le modèle a beaucoup évolué. Souvent on me dit il est en évolution, moi je dis non, il a évolué. Mais aujourd'hui le groupe La Poste c'est 50% d'activités colis et logistiques domestiques en France et également à l'international, hein, ce qui veut dire que par exemple on est le leader des livraisons en France, hein, sous les marques Chronopost, Colissimo et DPD. Mais on est également le leader des livraisons e-commerce en Europe, devant DHL, hein, avec plein de noms de sociétés qui ne sont pas forcément connus chez nous, puisque, comme je le disais en introduction, l'idée est de laisser l'autonomie à nos branches et nos filiales dans leurs écosystèmes différents. Donc, en Italie, on s'appelle Bartolini, par exemple. En Asie, on s'appelle Ninja Van. Enfin, voilà. En Espagne, on s'appelle Seur. Donc, tout ça, ça ne ramène pas forcément à la Poste. Donc, 50% d'activité colis logistique. Deuxième poste de développement, c'est l'activité banque-assurance, évidemment, avec 25% du chiffre d'affaires. Et puis, avec une énorme croissance externe l'an dernier, puisque nous avons racheté CNP Assurance. Et donc, on en vient à notre activité historique que souvent on a tous en tête, qui est l'activité courrier, qui, moi, personnellement, quand je suis rentré à la Poste, pesait 70% du chiffre d'affaires, mais qui, au dernier bilan 2020, on faisait 18%. Et je pense qu'on va sortir à 15% cette année. Donc, on est sur une activité de décroissance et d'autres moteurs ont pris le relais pour assurer la pérennité de la maison. Bon, il y a après d'autres sujets qui sont plus des pourcentages plus faibles, la publicité, le digital, les nouveaux services. Mais enfin, si on prend le cas, par exemple, du digital qui ne pèse que 2,5%, c'est quand même déjà 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, voilà, les chiffres à la Poste sont toujours un peu déconcertants puisque le chiffre d'affaires de la Poste, c'est 32 milliards d'euros en tout. Donc, c'est quand même un sujet important, avec 45% sur les marchés internationaux. Et puis, en même temps, c'est le paradoxe de cette maison, une forte présence sur les territoires. Hein, donc, avec des points de contact, évidemment, au plus près de chacun. Voilà sur le petit mot d'intro. Et Pierre-Louis, vous me demandiez comment on était arrivé vers la démarche environnementale. Hein, c'est ça l'idée, hein, oui, comment on s'est saisi de ce sujet. Alors, c'est un sujet qui n'est pas neuf. Hein, puisqu'en fait, moi, il n'y a pas une date de démarrage, mais enfin, grosso modo, on peut dire qu'on est sur le sujet depuis une quinzaine d'années et qu'en fait, on en a fait un peu un des éléments clés pour la transformation du modèle que je viens d'exposer. Parce que on savait quand même les évolutions à venir de la digitalisation de la société. On savait les attentes de l'État, parce que je reprécise qu'on est une société anonyme mais à capitaux publics. Donc, il y avait aussi des attentes de l'État à nous faire nous intéresser au sujet de l'environnement. Et puis, la transformation du modèle nécessitait aussi, pour avoir une adhésion de nos collaborateurs, de trouver un nouveau moteur de fierté, d'appartenance. Hein. Ça, je pense que c'est assez essentiel dans l'esprit de nos dirigeants d'il y a 15 ans.
de dire il faut trouver un nouveau projet qui permettra d'accompagner la transformation du modèle et la RSE en général, hein, mais la transition environnementale au sein de la RSE, on fait partie de cette intention de dire nous avons un nouveau projet fédératif pour pouvoir faire évoluer la maison. Donc, alors en termes de résultats, cette politique, vous l'avez dit, ça a au début consisté à transformer la flotte. Vous voyez en diapo quelques éléments de notre flotte du dernier kilomètre. Alors, il n'y a pas tout, on a aussi des scooters électriques, on a aussi des quads électriques, etc. On est évidemment un peu moins présent sur les questions GNV, hydrogène, parce qu'on attend que les technologies fassent leurs preuves, etc. Mais enfin, on teste même du drone, hein, de toute façon. Donc, qu'est-ce que ça a donné, cette ambition environnementale? C'est qu'aujourd'hui, on est en conformité sur les accords de Paris. Hein, on est accompagné sur ce sujet par un organisme qui s'appelle le Science Based Targets. Je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde, mais enfin voilà. Donc, on est accompagné sur ce sujet par eux. On est également reconnu par le cabinet de notation extra-financière Vigeo Eiris comme première entreprise mondiale en matière de RSE. Donc là encore, les deux volets, hein, la partie sociale, sociétale et la partie environnementale. Hein. On est quand même très fiers, naturellement, d'avoir été identifiés par ce cabinet de notation extra-financière, mais également par beaucoup d'autres. Et puis, en quelques chiffres aussi, on a réduit de moins 22% nos émissions de gaz à effet de serre entre 2013 et 2020 ou 2021. Non, ça doit être 2020, 2013-2020. Nos ambitions à venir, c'est moins 25% en 2025, moins 30% en 2030. Donc, continue donc avec une ambition certaine. Et donc, ça, c'est la réduction nette. Hein. C'est presque l'indicateur aujourd'hui qui est le plus important, puisque nous, on est déjà en neutralité carbone depuis 2012 sur les activités logistiques et sur l'ensemble du périmètre du groupe La Poste, donc inclus la banque, l'immobilier, le digital, depuis 2019. Voilà. Nos futures ambitions, c'est vraiment le zéro émission, continuer cette réduction. Donc, voilà un peu où on en est. C'est un peu des chiffres, c'est peut-être un peu… On va essayer maintenant de vous parler de choses plus tangibles. Oui, justement, donc pour parvenir à ces résultats-là, on imagine bien qu'il y a eu pas mal de nouveaux métiers qui ont été créés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu sur voilà, les nouvelles formes en fait, de travail qu'il peut y avoir au sein du groupe La Poste? Je sais que vous nous aviez parlé de métiers vraiment nouveaux sur la qualité de l'air, etc., par exemple. Oui, alors donc… par quoi je commence là-dessus? Peut-être dire que naturellement, ces questions environnementales, on les a d'abord déployées pour nous-mêmes en interne de la Poste, mais ensuite, on s'est très vite rendu compte que compte tenu des échelles que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, qui sont quand même un peu hors normes, hein, la Poste, avec ses 250 000 employés, par exemple, c'est un territoire d'expérimentation qui est quand même assez fascinant pour ensuite proposer des solutions éprouvées. Donc, très rapidement, après avoir mis en place des sujets en interne pour nous, d'en avoir fait un argument, on a pu aussi commencer à construire du développement d'affaires et des solutions concrètes pour des tiers, collectivités locales, entreprises, particuliers, etc. Et ça, forcément, ça a une incidence très rapide aussi sur nos métiers, sur nos fonctions. Alors, je ne sais pas si on peut qualifier ces métiers de verts. Hein, on en a parlé avec Pierre-Louis et puis Madame Dupex et Mesdames du défi métier considéreront qu'on est beaucoup plus sur du verdissement d'activité. Hein. Voilà. Après, je ne connais pas bien ces définitions, mais ce n'est pas des verts au sens exact. Mais grosso modo, moi, je vois 3 grands domaines d'activité qui ont été impactés. Je commence par une qui, certainement, en termes de volume de recrutement, est la plus importante. C'est les métiers commerciaux. Hein, puisque, bon, vous le savez, de toute façon, en France, tout le monde pleure pour avoir des commerciaux. Les métiers commerciaux, puisque aujourd'hui, nous avons une gamme de solutions et de filiales spécialisées sur des activités vertes. Et donc, nous avons des commerciaux généralistes qui ont comme mission d'aller valoriser ou d'intégrer dans leur réponse à des appels d'offres les bons indicateurs, les bonnes informations vertes qui permettront de remporter ces marchés. Donc, les métiers commerciaux,
Ça peut être par exemple, parce que c'est là où il faut que je vous apporte des éléments quand même un peu plus tangibles, sinon on reste dans le flou. Un commercial à la Poste, hein, il va par exemple vendre des solutions pour des professionnels de transformation de flotte thermique en flotte électrique. Nous avons une filiale pour ça qui s'appelle Movivolt. Sur les sujets toujours des écomobilités, par exemple, nous avons remporté le marché Véligo Location d'Île-de-France Mobilité. Tous ces vélos bleus que vous voyez circuler en Île-de-France, c'est le groupe La Poste, sous le nom d'une filiale qui s'appelle Fluo, qui a gagné ce marché. Donc derrière, ça veut dire aussi des métiers commerciaux, mais également le ruissellement vers d'autres partenaires. Hein. On travaille avec des ESAT sur la maintenance des vélos dans le cadre de Fluo, sur des sociétés spécialisées sur les bornes vélo. Enfin voilà, donc ça, il y a aussi ce côté ruissellement. Donc ça, c'est sur les écomobilités. On a également une filiale en matière de gestion des flux de déchets de bureaux qui s'appelle Recigo, qui appuie également sur une autre filiale qui est dans le 78, qui s'appelle Nouvelle Attitude, qui est une entreprise d'insertion qui, elle, traite ces déchets de flux bureaux. Donc là, voilà, on est aussi sur ce marché du déchet. On a de nombreuses filiales sur la question du bâti, hein, avec une filiale de monitoring énergétique qui s'appelle Sobre Énergie, une autre qui gère les certificats d'économie d'énergie qui s'appelle EDE. Vous voyez, les commerciaux ont de quoi proposer de nombreuses offres. Et je rajouterai les banquiers qui ont dans leur panel les crédits verts. Les crédits verts, ce n'est pas un nom comme ça, hein, c'est un label. Les crédits verts doivent être alimentés par des green bonds, de l'investissement socialement responsable. Et la Banque Postale est à 100% en investissement socialement responsable. Donc également, les banquiers sont concernés en termes de commerciaux. Donc ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, où là, on est plus sur des sujets un peu techniques des métiers verts. Alors, je vous interromps juste un instant pour préciser qu'il nous reste 2 minutes. Bon, si alors, vous pouvez aller un tout petit peu plus vite sur les 2 prochains domaines. Oui, alors les métiers vraiment verts, ça va être sur de l'analyse de data, par exemple. C'est nous qui gérons l'analyse des data, la récupération des data de Airparif, par exemple, dans le cadre de la qualité de l'air, ce genre de sujet. Voilà, donc là, on est quand même sur des sujets déjà un petit peu plus techniques. Et puis, le troisième grand domaine que je voulais évoquer, sur lequel surtout insister, c'est que notre métier de base, le facteur, est aussi amené dans son quotidien à apporter, sensibiliser, communiquer sur des sujets ou mettre en place des actions liées à des thématiques environnementales. Là aussi, je donne des exemples très concrets. Nous avons par exemple une solution de diagnostic thermique de l'habitat privé que nous avions qui est faite par le facteur en pré-diagnostic, pré-diagnostic thermique, et que nous avons déployé par exemple avec le PCI, l'intercommunalité Saint-Quentin-en-Yvelines. Je donne des exemples, mais les 3 parcs naturels régionaux d'Île-de-France. Et donc, c'est des facteurs qui ont été formés pour ça en interne par le groupe La Poste pour pouvoir réaliser ces pré-diagnostics, ou du coup, vous recrutez des personnes qui sont déjà formées un peu sur ces sujets-là? Non, on est bien sur du facteur que l'on accompagne sur du pré-diagnostic, et j'insiste, c'est du pré-diagnostic, ce n'est pas du diagnostic thermique. Après, quand on passe sur et puis c'est pré-diagnostic thermique et obtention de rendez-vous pour ensuite passer le relais vers des spécialistes du diagnostic thermique, soit que nous formons en interne, soit via des partenaires comme la société Solia, par exemple. Okay. Un autre marché que nos facteurs font actuellement, c'est le déploiement des kits hydroéconomes dans plusieurs dizaines de milliers de foyers de Seine-Saint-Denis. Donc ça, c'est un marché que nous avons avec le conseil départemental. Ils installent le kit hydroéconome, ils font passer un petit questionnaire sur les bons gestes et ils communiquent auprès des habitants sur les bonnes pratiques en matière de développement durable. Voilà, ça vous donne quelques idées sur ces 3 grands sujets sur lesquels nous avons un verdissement d'activité. Ça marche. Alors peut-être rapidement pour finir votre intervention, on peut peut-être préciser que toutes les infos sont sur le site de La Poste, du groupe La Poste, pour avoir une idée des offres d'emploi et qu'elles sont assez nombreuses. Oui, alors effectivement, même si j'ai dit que dans notre modèle, nos branches et filiales sont très autonomes, on a quand même réussi une chose en termes de transversalité, c'est que nous n'avons qu'un site de recrutement qui s'appelle laposterecrute.fr.
Et sur laposte-recrute.fr, vous devriez retrouver l'ensemble, en tout cas pour les branches, ça c'est sûr, pour les grandes filiales aussi, l'ensemble des propositions d'offres. Grosso modo, en Ile-de-France, à chaque fois que j'y vais, c'est toujours la même chose. Et j'ai regardé hier, c'est 1000 recrutements en permanence en Ile-de-France, 500 de commerciaux. Actuellement, il y a 300 sur de la livraison facteur et colis, mais c'est plutôt de l'ordre du 200 habituellement, et une centaine en digital. Voilà nos grands domaines. Et voilà, donc c'est simple, hein, laposte-recrute.fr, et vous retrouvez toutes les offres franciliennes des branches et filiales. Ça marche. Merci beaucoup. Et puis, toute dernière question, il y a quelqu'un qui nous demandait le nombre total de véhicules qu'avait le groupe La Poste pour comparer avec le nombre de véhicules électriques qu'on avait cité au départ. Alors, c'est compliqué parce que c'est vrai que nous, on a l'habitude de mettre aussi les vélos assistance électrique. Donc, c'est pour ça que je l'avais enlevé tout à l'heure. Et je crois qu'on a 25 000 vélos assistance électrique, et donc à ajouter aux 24 000 que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc, ça fait 50 000. Et on doit avoir après, finalement, on a assez peu de camions parce que, hormis en Ile-de-France, où nous avons encore une direction transport, pour le reste, on est sur de la sous-traitance. Donc là, effectivement, nous ne comptabilisons pas la sous-traitance, mais un de nos objectifs, et justement avec la filiale Movivolt que j'ai évoquée tout à l'heure, qui s'adresse aux pros, c'est qu'on va aussi maintenant accompagner le verdissement des flottes des sous-traitants. Voilà. Donc, je ne sais pas répondre, on est à au moins 50 000 véhicules si vous ajoutez les vélos assistance électrique qui sont de l'ordre de 25 000. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Ces réponses, pardon. On va passer à la dernière intervention de notre webinaire avec Caroline Chazal. Je vais vous laisser vous présenter, mais je dis juste que vous êtes chargée de mission animation plan climat air énergie territoriale. Merci Pierre-Louis, donc bonjour à tous. Effectivement, je travaille à GPSO depuis le tout début 2021 comme animatrice du plan climat pour employer le nom court. Et donc, je m'occupe de coordonner toutes les actions de la collectivité Grand Paris Seine-Ouest en matière de transition écologique. Sachant qu'il y a 6 grandes thématiques dans ce plan climat qui vont de la maîtrise de l'énergie à l'amélioration de la qualité de l'air, en passant par la gestion des déchets ou la mobilisation des acteurs du territoire. Voilà. Ça marche. Merci pour cette rapide introduction. On va revenir avec vous sur le détail de votre parcours, puisqu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est que vous êtes reconverti quand même, jeune reconverti sur ces métiers de transition. Et justement, on a une question pour nos participants. D'après vous, quel est le plus grand atout d'un candidat pour postuler sur un métier vert ou un métier verdissant? Donc, ça va s'afficher chez vous. Et là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment votre perception des choses qui nous intéresse. Donc, est-ce que, d'après vous, c'est sa formation initiale? Est-ce que c'est son expérience professionnelle? Est-ce que c'est sa motivation, son adaptabilité ou la maîtrise d'outils, de logiciels spécifiques? Voilà, et on va voir l'avis de Caroline sur ce sujet par la suite. Je laisse quelques secondes pour que chacun puisse répondre. Et je pense qu'on peut afficher les résultats. La motivation. Alors voilà, c'est assez net, hein. Une grande majorité des gens, 59% des personnes qui ont répondu, qui ont dit la motivation. Je pense que Caroline, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je partage complètement cette réponse. Je pense qu'au-delà des diplômes ou de l'expérience, qui, bon, évidemment, sont une partie de la solution, bien sûr, mais je pense que la motivation et l'appétence, la curiosité qu'on peut avoir sur ces sujets-là sont vraiment le premier critère, je pense. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire pour vous, comment ça s'est passé? À quel moment vous vous êtes dit, il faut que je change de travail, il faut que j'aille vers autre chose? Alors, moi, en tout cas, le développement durable et la transition écologique, c'est une envie que j'ai eue de travailler là-dedans depuis assez longtemps, mais qui ne s'est pas forcément concrétisée tout de suite à ma sortie d'école d'ingénieur, puisque je suis ingénieur mécanique de formation depuis 2016. Et les choses ont fait en sortant d'école que je ne me suis pas forcément orientée vers cette branche-là. Parce que j'ai eu d'autres opportunités et que je me suis plutôt dirigée par là. En l'occurrence, c'était le secteur de la recherche et développement dans le
dans l'aérospatiale. Et donc, à la suite d'une deuxième expérience pro, toujours dans l'industrie, où là, par contre, j'étais vraiment pas épanouie dans ce que je faisais, ça me plaisait pas, je me sentais pas utile à la société de manière générale. Donc, cette envie est revenue, on va dire, sur le devant de la scène dans ma tête. Et puis, je me suis dit, autant mettre à profit une année où, en l'occurrence, j'étais en CDD, donc je savais que de toute façon, derrière, il y aurait a priori pas de possibilité de continuer, autant mettre à profit cette année pour vraiment réfléchir à ce que j'ai envie de faire et préparer ma reconversion, même si c'est un bien grand mot, mais puisque voilà, j'ai travaillé que 3 ans avant de changer de branche, et puis je suis toujours ingénieur. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit que j'allais mettre à profit cette année pour réfléchir à la suite. Mhm. Et comment vous avez procédé justement est-ce que vous avez commencé par rechercher des offres d'emploi? Est-ce que vous êtes d'abord dit comment moi je peux me reformer sur ces sujets-là? C'était quoi la première étape? Dans un premier temps, mon idée, c'était d'essayer de retravailler directement. Donc, j'ai pas mal utilisé, je crois que c'est Madame Jasmin qui en parlait tout à l'heure, le site Emploi Environnement qui, je trouve, regroupe assez bien pas mal d'offres d'emploi dans ce secteur-là. Et assez vite, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Que peut-être il fallait que je complète un petit peu ma formation pour vraiment me spécialiser dans ce domaine-là. Et donc, c'est là où je me suis dit que c'était peut-être plutôt plus intéressant de faire peut-être un master ou un master spécialisé pour me spécialiser dans le secteur de la transition écologique, sachant que j'avais la chance d'avoir déjà un bac+5 et que dans ce cas-là, il y a des possibilités d'équivalence ou voilà, où on peut rattraper directement un master ou un master spé. Mais en l'occurrence, j'étais pas fermée non plus à repartir de zéro, entre guillemets, une formation complète. Voilà. Bon, après, ça, c'est chacun, mais j'étais pas forcément fermée à cette idée-là non plus. Et comment vous l'avez trouvé ce master, cette formation? Comment vous avez dit c'est celui-là qu'il me faut? Alors, je pense que, comme le dit Madame Jasmin, il y a beaucoup plus de formations en rapport avec l'environnement aujourd'hui, mais je trouve qu'elles sont encore. Alors, dans mon cas, c'était il y a déjà 3 ans, donc je pense que ça a quand même évolué depuis, mais on va dire que fin 2018, début 2019, c'était encore assez peu mis en avant, je trouvais. Donc, moi, ça a été principalement de la recherche assez poussée sur Internet, voilà, fouiller sur les sites des écoles d'ingénieurs qui me parlaient parce que je les connaissais de nom, ou voilà, taper master environnement, master transition écologique. Je tapais pas forcément environnement, je tapais plus transition écologique, le mot me parlait plus. Et donc, voilà, à force de chercher différentes formations, j'en ai trouvé qui pouvaient m'intéresser par rapport aux thématiques qu'elles abordaient, par rapport aux débouchés aussi que ça pouvait proposer, et puis aussi aux prérequis demandés pour accéder à ces formations. En l'occurrence, voilà, j'essayais quand même de privilégier des choses que je puisse intégrer directement en équivalence, on va dire. Et voilà, et donc suite à ça, voilà, j'en ai retenu 2-3 sur lesquels j'ai candidaté, et j'ai trouvé finalement un master, en l'occurrence à l'école des ponts et chaussées sur Paris. Voilà. Alors, petit aparté, mais effectivement, le mot environnement, souvent quand on recherche des offres d'emploi, vous pouvez retomber sur des choses plus du numérique aussi, parce qu'on parle d'environnement numérique, et c'est vrai que en tapant plutôt transition écologique, etc., vous trouverez peut-être davantage de choses. Environnement, ça peut être un mot alors qui regroupe énormément de choses, et en l'occurrence, moi, sur le moment, mon envie première, c'était plutôt de travailler dans les énergies renouvelables. Donc, c'est pour ça que j'avais regardé plutôt par rapport à ça. Et puis finalement, je me suis dit que la transition écologique pouvait peut-être être un mot plus adapté à ce dont j'avais envie. Et il se trouve que le master que j'ai fait s'intitulait Transition énergétique et territoire. Donc, ça reprenait les grands enjeux de la transition énergétique, avec une forte dominance aussi pour la question des territoires, de la gouvernance, etc., qui m'a énormément intéressée. Et en l'occurrence, c'est une des grandes thématiques que j'aborde dans mon métier aujourd'hui. Donc, ça a bien servi. Du coup, à l'issue de ce master, j'imagine qu'il y a eu un stage. Oui. Comment vous avez fait pour trouver votre stage et puis ensuite pour trouver votre premier poste?
Le stage, je l'ai trouvé via Indeed, qui est personnellement le site d'emploi que j'utilise le plus, parce que je trouve que ça regroupe vraiment bien un très grand nombre d'offres d'emploi. Donc j'avais trouvé via ce site-là. Moi, j'ai aussi en tant qu'ingénieur l'APEC sur laquelle je suis inscrite, qui est donc un site, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est, je ne me rappelle plus le nom, la signification de l'acronyme. Mais je crois que c'est une agence sur l'emploi pour les cadres ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ils proposent à la fois des offres d'emploi, à la fois de l'accompagnement aux gens qui sortent d'études ou qui sont en reconversion professionnelle aussi pour, par exemple, travailler sur un CV, une lettre de motivation, ce genre de choses. Et en l'occurrence, ce site-là est très bien, je pense, pour d'autres secteurs, mais pour le secteur de la transition écologique est encore assez limité à mon sens. Et de fait, en fait, on ne trouve pas forcément d'offres d'emploi vraiment adaptées à, en tout cas, moi, ce que je cherchais. Donc, je suis assez peu passée par eux. Mais Indeed propose de plus en plus, je trouve, des offres d'emploi dans ce domaine-là, que ce soit dans le public, dans le privé, dans les énergies renouvelables, dans le numérique. Voilà, les secteurs sont assez larges. Donc, personnellement, je trouve que c'est un biais assez intéressant. Ça marche. Et maintenant que vous avez fini, on va dire, votre transition personnelle et que vous pouvez agir donc, sur la transition plus globale, quel bilan vous en tirez? Je regrette absolument pas cette transition. On va plutôt appeler ça transition plutôt que reconversion, mais parce que je suis toujours ingénieur et donc j'ai pas foncièrement changé de métier, mais en revanche, je fais des choses moins techniques, on va dire, même si je m'appuie quand même beaucoup dessus dans mon métier tous les jours. Mais le principal changement, je pense que c'est que c'est beaucoup plus en accord avec mes choix personnels, on va dire, et que j'ai vraiment le sentiment d'agir pour la transition écologique et pour faire avancer les choses dans le bon sens tous les jours quand je vais en travail. Donc, c'est ça la principale plus-value, je dirais. Et voilà, et donc au quotidien, j'évolue sur des missions qui m'intéressent beaucoup plus. Donc, au-delà de ça, c'est aussi beaucoup plus motivant et beaucoup plus intéressant à titre personnel. Oui, c'est une plus-value qui est quand même relativement importante. Voilà. Peut-être une dernière question avant qu'on prenne les questions des participants. Sur l'entourage autour de vous, est-ce que vous voyez des personnes qui, face à votre transition donc individuelle, se sont posées des questions pour eux aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez de manière régulière? C'est quelque chose que j'observe assez souvent, déjà notamment chez des camarades de promo de ma première école d'ingénieur en Normandie, l'INSA, où là, effectivement, j'en ai vu plusieurs de ma promotion qui ont fait le choix de changer aussi de branche et d'aller alors oui, souvent dans des métiers plus en rapport avec l'environnement et le développement durable, mais aussi d'autres choses. Mais la majorité du temps, c'était pour se réorienter vers ce secteur-là. Donc, on échange pas mal à ce sujet-là pour se donner un petit peu des conseils par rapport à ceux qui ont pris ce virage-là avant les autres, entre guillemets. Et donc oui, depuis 1 ou 2 ans, c'est quelque chose que j'observe assez largement, oui. Ça marche. Merci, Caroline. On avait une petite question, enfin une remarque plutôt d'une des participantes qui nous disait que la motivation est prioritaire, mais que souvent dans les offres d'emploi, c'est quand même le diplôme qui est mis en avant. Est-ce qu'il y a une petite astuce pour réussir à quand même faire en sorte que sa motivation ressorte davantage que son diplôme initial? Je pense que Pardon. je parlais de l'appétence pour les sujets du développement durable, de l'environnement. Je pense qu'effectivement, le fait de se documenter, de s'informer là-dessus et d'avoir vraiment une culture du sujet, ça peut vraiment aider pour montrer que au-delà du diplôme qui effectivement est quand même important, on a quand même vraiment une connaissance du sujet et qu'on est prêt à se former sur le sujet, même de son côté personnellement.
Et justement, on peut peut-être dire sur ce sujet-là, il y a pas mal de webinaires qui sont accessibles assez facilement par l'association Bilan Carbone, l'APCC, etc., sur plein de sujets qui existent sur la Tout à transition. fait. Et c'est vrai que nous, moi personnellement, hein, pour recruter régulièrement aussi des stagiaires ou des chargés d'études, c'est des choses sur lesquelles on est attentif, de regarder si les personnes aussi s'intéressent et se forment en auto-formation aussi sur ces sujets-là. Donc, il ne faut pas hésiter à le mettre en avant. Je vais peut-être sonder Emmanuel pour savoir si il nous reste dans le temps imparti la possibilité de prendre 2-3 dernières questions. Oui, bien sûr. Ça marche. Merci Emmanuel. Je vais peut-être les poser à l'ensemble des participants. Merci Caroline en tout cas pour votre témoignage. Je pense Je que vous en c'était prie, merci à tous pour votre assez attention. inspirant. On avait une remarque également, peut-être plus pour Défi Métier, sur l'accompagnement des jeunes. Delphine Grette qui nous disait qu'elle constate une vraie dynamique, mais peut-être qu'il y a un besoin plus important dans les lycées, notamment d'information pour l'orientation, j'imagine, soit vers le bac, soit vers l'offre initiale de formation. Comment on fait aujourd'hui pour transmettre cette information aux lycéens en particulier? Alors, je vais peut-être commencer par répondre. Effectivement, concernant les métiers de l'environnement, une partie importante d'entre eux sont des métiers techniques. Donc, toute formation avec des orientations un petit peu techniques peuvent être une bonne entrée en matière, avec la possibilité d'avoir un complément de formation. Et je pense qu'effectivement, la motivation est clé, et le fait de rester en veille sur les sujets sur lesquels on souhaite travailler est aussi un élément absolument déterminant. Sachant qu'il me semble qu'encore aujourd'hui, les offres d'emploi, en tous les cas, celles qui ne paraissent pas et qui ne sont pas reprises dans les sites dédiés, et les offres d'emploi ne mettent pas nécessairement en avant une recherche de compétences particulières ou de connaissances particulières sur la transition écologique, mais qu'une connaissance de ces sujets peut faire la différence entre deux candidatures. Ça marche, merci. Et sur le sujet de l'information, donc on est plutôt sur l'information des lycéens, est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité soit d'intervenir dans des lycées ou pour eux d'aller vers des structures spécialisées pour avoir plus d'infos? Alors, il y a un certain nombre d'associations, effectivement, et de structures qui proposent ces informations. Après, je pense que c'est des sujets pour lesquels une intermédiation et une présentation peut être effectivement intéressante. Après, c'est vrai que nous, Défi Métier, on travaille plutôt avec les professionnels, donc on sera plutôt sur la sensibilisation et l'accompagnement des acteurs de l'orientation et des prescripteurs de l'emploi, plutôt que directement vers le grand public, un petit peu comme on le fait aujourd'hui. C'est une activité un petit peu exceptionnelle pour nous. Ça marche. Merci pour vos réponses. Il y avait une question également sur la finance verte. C'est vrai qu'on a assez peu parlé, un petit peu, hein, avec le groupe La Poste, on a parlé de l'activité banque. Sur la finance verte, est-ce que l'un ou l'autre des participants veut évoquer ce sujet-là? Alors c'est vrai que moi, personnellement, quand j'ai fait la présentation des métiers verts et verdissants, effectivement, je n'ai pas parlé de la finance verte parce que notamment, je me suis appuyée sur des nomenclatures statistiques et là, on arrive aux limites un peu des nomenclatures et effectivement, on est sur des activités, des métiers qui évoluent et très certainement, ce sera peut-être des métiers à intégrer, mais effectivement, M. Morange en a parlé tout à l'heure. Et puis, c'est un sujet qui mérite d'avoir des définitions précises, comme Exactement, l'ensemble c'est de ça. toute façon, Oui, voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'on peut entendre beaucoup de choses derrière la finance verte. Une question peut-être plus facile aussi, est-ce qu'il existe un site qui rassemble les formations certifiantes professionnelles dans le domaine de la transition écologique? Est-ce que vous en avez connaissance? À ma connaissance. Pas à votre connaissance, ok.
Après, on a pas mal d'infos qui peuvent être aussi centralisées par l'ADEME ou voilà, par Emmanuel l'a mis dans le chat par le ministère directement aussi, ministère de la Transition écologique et solidaire. Vous pouvez retrouver pas mal d'infos et puis via l'observatoire qu'on a cité tout à l'heure des métiers de l'environnement et des métiers verdissants. J'essaye de retrouver les dernières questions qu'on avait. Hop. Comment trouver les entreprises qui, a priori, recrutent? Donc, on en a parlé à plusieurs reprises, mais donc, il faut pas mal s'appuyer sur vos réseaux, hein, les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, et puis ne pas hésiter à aller démarcher et à aller se renseigner. C'est une porte d'entrée importante. Est-il obligatoire de passer un concours de la fonction publique pour intégrer les fonctions de développement durable au sein d'une collectivité? Alors, je pense connaître la réponse, mais je vais laisser Caroline y répondre. Non, pas besoin. En revanche, vous serez forcément contractuel, donc en CDD dans un premier temps, comme moi. Et si je ne m'abuse, on peut renouveler le contrat jusqu'à 3 ans, c'est ça? C'est ça. Sur un même poste avant de Oui. devoir forcément avoir un concours pour pouvoir être titulaire permanent. Exactement. Voilà, avec possibilité de passer le concours en interne une fois que vous avez suffisamment de mois de trimestre à l'intérieur de la collectivité. Alors, pas nécessairement, en fait, vous pouvez passer le concours Autant pour moi. dès qu'il est... Non, je réponds à Pierre Légarcia. Dès qu'il est en fait possible de le passer, hein, ça dépend du calendrier en fait des concours. Mais une fois que vous entrez, on va dire, dans une collectivité, tout vous est expliqué par le service formation. Donc, si vous êtes intéressé pour passer un concours de la fonction publique, n'hésitez pas à vous renseigner. Mais effectivement, il n'est pas obligatoire pour un certain nombre de postes, enfin, même il n'est pas obligatoire d'être fonctionnaire et titulaire. Ça marche. Merci beaucoup pour cette précision, Emmanuel. Est-ce qu'il reste des dernières questions? J'essaie de retrouver les autres questions qu'on pouvait avoir, mais je pense qu'on a fait le tour de la plupart. N'hésitez pas, les intervenants également, si vous avez des compléments à apporter. Il y a pas mal de liens qui vous ont aussi été transmis via le chat. On les remettra avec le replay, j'imagine. Plus de questions en cours. Voilà. Donc, pour l'instant, on est bon. Moi, je vais tous vous remercier pour vos questions, vos interventions. C'était hyper intéressant de préparer ce webinaire et de l'animer aujourd'hui avec chacun et chacune d'entre vous. On aurait aimé avoir plus de temps avec chacun d'entre vous. Et je vais laisser la parole peut-être à Emmanuel pour conclure. Oui, merci. Donc moi, je vais faire exactement la même chose. Tous vous remercier, toutes et tous. Remercier les participants d'être venus aujourd'hui si nombreux. Donc on voit toute la pétence en fait qu'il y a pour la transition écologique. Toutes les nouvelles formations qui s'ouvrent. N'hésitez pas effectivement à aller voir les MOOC, à regarder sur Internet, dans le moteur de recherche, taper formation, MOOC. Il y a beaucoup de choses même gratuites pour vous former et voir en fait ce qui vous conviendrait le mieux. Et je remercie enfin tous les intervenants d'avoir pris le temps ce matin de participer à notre webinaire, à Pierre-Louis pour toute l'animation et à Isabelle et Fadila pour toute la partie technique. Merci à toutes et tous, bonne journée et au plaisir. Et n'hésitez pas à relayer le webinaire auprès de vos connaissances. Donc tous les documents, enfin le document sera en ligne, ainsi que le lien du webinaire, donc sur le site de Senwest.fr et Senwest Entreprises et Emploi. Et n'hésitez pas à consulter aussi toutes les animations de la Maison de la Nature et de l'Arbre et les programmes de Senwest Entreprises et Emploi. Merci. Merci. Merci Emmanuel. Merci. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée.